Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour. C'est quoi le problème aujourd'hui ? Eh bien le problème, c'est qu'il y a évidemment de plus en plus d'obésité, de problèmes d'alimentation, de problèmes liés à l'alimentation. Et l'INSERM tire la sonnette d'alarme. Il y a urgence à agir et en particulier peut-être à interdire la publicité pour les produits ultra transformés et puis rendre le Nutri-Score obligatoire. On va y revenir dans un instant. Nous, on va parler de ce moratoire sur l'immigration, comme le propose Gérald Darmanin. Décidément, ça fait 2 fois que je dis Darmanin. Jean-Luc Mélenchon remonte dans les sondages et puis au bureau, à l'école, la nuit, en ville, à la campagne. Il fait chaud. Dites-nous comment vous vous préparez, comment est-ce que vous luttez contre la chaleur. Alors Félix, et puis vous, Gilles, on va voir quoi dans le zapping ? On va parler du dôme, justement. On va se demander si la France est prête à affronter cette énième canicule. On voit beaucoup d'EHPAD, d'écoles. Aujourd'hui, c'est la rentrée et il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont dénoncé le fait qu'il fasse plus de 35 à 40 degrés dans les écoles. Vous pouvez nous en parler au 0826 300 300. Et puis, je vous parlerai également du retour de la cigarette dans les films, également dans les clips. Est-ce que faut-il interdire la cigarette ou alors laisser la création libre? 0826 300 300. Et puis peut-être je finirai avec les spectateurs, si on a le temps, de Roland-Garros, où les tennisman se plaignent de ce qui se passe dans le public, qui crient, qui prennent des photos, qui mettent leur flash. Et donc, c'est une autre époque. Une autre époque. Félix Mathieu, donc les produits ultra transformés sont mauvais pour la santé, on le sait, on le dit, on le répète. L'INSERM tire la sonnette d'alarme, ce ne sont pas les seuls. Certains voudraient interdire la publicité pour la nourriture ultra transformée. Oui. C'est ce que vient de faire le Royaume-Uni, figurez-vous, depuis cette année. La pub pour les sodas, par exemple, ou alors les biscuits, les fast-food, etc. La pub y est interdite au Royaume-Uni à la télé avant 21h désormais, même à toute heure sur Internet. L'idée, c'est de moins tenter les plus jeunes, qui sont très sensibles à ces images appétissantes. Interdire la pub pour la malbouffe, pour le dire un peu vite, un peu comme on le fait pour les cigarettes, finalement, en France depuis les années 90 avec la loi E20. Le Royaume-Uni, qui n'est pourtant pas le pays le plus à cheval sur ces sujets-là, sur la protection des consommateurs, pas de Nutri-Score à l'anglaise par exemple, mais pourtant donc sur ce sujet de la pub, il a été plus loin que nous pour le moment. Et donc une pétition en ce moment qui rassemble plusieurs centaines de milliers de signataires demande à rendre le Nutri-Score obligatoire aujourd'hui. Oui, toujours dans cette optique de bonne information du public sur les vertus nutritionnelles ou pas de ce qu'on mange. Cette pétition pour le Nutri-Score obligatoire, elle a recueilli 57 000 signatures. Elle reçoit aussi aujourd'hui le soutien officiel de 45 sociétés savantes, dont l'Académie de médecine, mais aussi 33 associations, notamment de consommateurs. Alors, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi transpartisane qui est dans les tuyaux en ce moment pour rendre le Nutri-Score obligatoire sur les emballages et dans les publicités. Les marques qui se déroberaient seraient taxées à 2% de leur chiffre d'affaires français. D'ailleurs, ça avait déjà été adopté, le Nutri-Score obligatoire, lors des débats sur le budget, adopté temporairement, puisque finalement ça a été retiré. Mais en tout cas, dans ce qui avait été envisagé lors du vote du budget, il y aurait eu une exception quand même pour les produits AOP et IGP. Mais bref, ce Nutri-Score obligatoire, il avait finalement été retiré au motif qu'il serait contraire aux normes européennes, notamment au principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne. Bon, les partisans de ce Nutri-Score obligatoire disent que ce principe, on pourrait quand même toujours y déroger si on fait valoir que c'est pour la santé publique. C'est ce qui les agace d'ailleurs, les partisans de ce Nutri-Score obligatoire, c'est de voir des marques comme par exemple Kellogg's qui s'y dérobe. Kellogg's qui vient d'arrêter d'afficher le Nutri-Score sur ses emballages parce que la nouvelle version était plus sévère pour les additifs, donc donnait de moins bonnes notes à la plupart de ses produits. L'idée de ces pétitionnaires, c'est que l'affichage du Nutri-Score quand même aurait plus d'impact s'il n'était pas à la carte, c'est-à-dire si ceux qui ont un
un D ou un E étaient quand même obligés de l'afficher. Aujourd'hui, on estime qu'environ 60% des produits l'affichent. On est avec Mathilde Touvier. Bonjour, vous êtes directrice de recherche de l'équipe, c'est une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Vous avez coordonné 3 articles qui sont assez éclairants sur les risques accrus de ces produits ultra transformés. Peut-être qu'on peut commencer par en dire quelques mots, et sur cette nouvelle étude Nutrinet Santé, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, nous avons travaillé dans le cadre de la cohorte Nutrinet Santé, donc sur un peu plus de 100 000 participants, et nous nous intéressons, donc déjà depuis plusieurs années, Nutrinet était la première étude à avoir mis en évidence des liens entre aliments ultra-transformés et risques de maladies cardiovasculaires, cancer ou encore diabète de type 2, première étude au monde. Et là, ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on travaille sur les additifs alimentaires, dont par exemple les colorants, qui sont vraiment des additifs emblématiques de ces aliments ultra-transformés. Et dans ces 3 nouvelles études que nous publions là, nous montrons des liens entre une plus forte exposition aux colorants et des risques accrus de diabète de type 2 et de certains cancers, et d'autre part une exposition plus importante aux conservateurs, d'autres types d'additifs alimentaires, et un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Comment est-ce que ça succinctement, comment est-ce qu'on pratique pour une telle étude ? Parce que pour lier l'alimentation à des cancers, il faut du temps, il faut être sur le long terme. Oui, tout à fait. C'est une étude qui a démarré en 2009 lors de laquelle les participants remplissent régulièrement de nouvelles enquêtes alimentaires. Donc, pendant des journées de 24 heures, ils vont remplir tous les aliments, les boissons, les confiseries, tout ce qu'ils ont consommé. Et puis, on va les suivre dans le temps. Donc, certains développent des maladies, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, d'autres pas. Et nous, ça nous permet de voir si ceux qui ont consommé plus d'aliments ultra transformés, qui ont mangé plus ou moins bien classés au Nutri-Score, ou qui ont plus ou moins de colorants dans leur alimentation, est-ce qu'ils ont plus ou moins de risques ensuite de développer telle ou telle maladie chronique. C'est quoi un aliment ultra transformé ? Est-ce qu'il y a une définition ? Est-ce que tout ce qui par définition est commercialisé par, je pense, des céréales, tout ce qui est en paquet et qui n'est pas naturel est ultra transformé ? Non, alors il faut pas confondre aliments industriels et aliments ultra-transformés. Ces aliments ultra-transformés, ce sont ceux qui ont subi des procédés de transformation importants, eux ou leurs ingrédients. Donc ça veut dire des procédés physiques, biologiques, chimiques, qui font qu'on n'a plus rien à voir avec l'aliment de base, un fruit, un légume, un morceau de viande ou du lait par exemple. Et puis ce sont des aliments qui vont être dans leur formulation, dans les ingrédients utilisés, qui vont être basés sur des ingrédients qu'on n'a pas en général dans nos cuisines. Donc ça peut être justement des colorants, des édulcorants, des émulsifiants, donc plein d'additifs pour rendre le produit plus joli, plus attractif, ou bien du sirop de glucose, fructose, maltodextrine, des arômes, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas en général dans nos cuisines. Mais il y en a un peu partout. Si on prend les céréales, le pain tranché, je vois pas beaucoup de produits industriels qui n'aient pas été ultra transformés. Il y en a dans tous les rayons effectivement, ouais. Et en France, nos calories quotidiennes sont apportées pour 34% d'entre elles par les aliments ultra transformés. Ça c'est vrai chez les adultes, et chez les enfants c'est encore pire, c'est 49% des calories quotidiennes qui proviennent de ces aliments. Moi j'utilise pas mal l'application Yuka, donc des fois sur certains aliments on voit une petite alerte rouge et on voit colorant cancérigène. Pourquoi il est autorisé ? Alors, donc effectivement, dans ces applications, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau de précision, notamment dire cancérigène. Les colorants, les additifs, etc., sont évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. Donc, avant d'être mis sur le marché, il y a cette évaluation-là. Ce que l'on dit aujourd'hui avec ces nouvelles études, c'est qu'il faut que ces autorités sanitaires puissent réévaluer la sécurité de ces produits. On voit ici qu'il y a pour la première fois des preuves des éléments chez l'homme, en tout cas. C'est la première étude au monde à mesurer les quantités d'additifs consommés et à regarder le lien avec les maladies sur le long terme, ce qu'on fait là depuis quelques années avec Nutrinet. Donc il faut que maintenant les autorités sanitaires réévaluent la sécurité et éventuellement que ça aille jusqu'à retirer certains composés, certains additifs du marché ou limiter les doses autorisées.
Oui. Ça vous... Félix, pardon. Ça vous paraît être une bonne idée, ce qu'a décidé le Royaume-Uni, à savoir quasiment interdire la publicité pour la nourriture ultra transformée ? Oui, alors très certainement, parce que finalement, que faire de tous ces résultats de recherche là qu'on publie aujourd'hui ? Plusieurs choses. Il y a effectivement une information aux consommateurs qui est importante et qui est intéressante et qui est nécessaire. Vous évoquiez, et c'est super, donc cette pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale pour rendre le Nutri-Score obligatoire. L'idée, c'est ensuite de compléter ce Nutri-Score en lui adjoignant la notion d'ultra-transformation. Par exemple, nous on propose depuis plusieurs années, on a testé ça en recherche, un Nutri-Score avec un cadre noir avec marqué ultra transformé, donc que les gens aient en un coup d'œil l'information. Donc tout ça, c'est super important pour que les personnes sachent repérer et puissent modifier leur comportement, mais il faut aussi changer de manière structurelle l'environnement dans lequel on évolue. Et le fait de réguler mieux la publicité, le marketing, voire les politiques de prix autour de ces aliments, avec un mauvais Nutri-Score ou ultra transformé, ça va vraiment être nécessaire si on veut vraiment faire changer les comportements et des expositions sur le long terme. D'accord. Moi, ce que je voulais savoir, c'est également une histoire de quantité. J'imagine que si je mange un plat transformé tous les 3 jours, il y a peut-être pas de risque. Est-ce qu'il faut à ce moment-là pas réapprendre finalement à s'alimenter plutôt que d'interdire les aliments transformés ? J'imagine que de temps en temps, vous faites peut-être une barquette au micro-ondes parce qu'il est un peu tard. Enfin, peut-être pas vous, Mathilde. Non, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire que comme souvent en nutrition, c'est pas parce que de temps en temps on va manger un produit qui va avoir des colorants ou un produit ultra transformé ou un produit Nutri-Score E qu'on va tout de suite avoir une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Heureusement, c'est pas du tout ça. On parle vraiment d'équilibre au global sur la semaine en termes de fréquence et de quantité. Mais pour ça, c'est facile à dire. Si jamais vous avez vos enfants, vos ados qui sont surexposés à un marketing sur les réseaux, sur les influenceurs, à la télé, etc., qui les incitent à surconsommer ces produits-là, qui par ailleurs sont conçus dans leur formulation, les arômes ajoutés, le sucre, les additifs, etc., pour donner envie d'en surconsommer. Donc c'est important effectivement de ne pas culpabiliser et de dire que de temps en temps il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on régule la publicité, le marketing, qu'on clarifie l'étiquetage avec le Nutri-Score obligatoire et le cadre noir pour que les gens aient les bonnes clés pour vraiment faire les bons choix au quotidien. 0826 300 300. Est-ce que vous êtes vigilant aux étiquettes ? Est-ce que vous regardez le Nutri-Score ? Et est-ce que vous avez le sentiment que vos enfants sont sensibles effectivement à cette publicité, même si la publicité est déjà interdite dans les programmes jeunesse ? On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio dans ce 10h midi avec Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Je rappelle donc que vous travaillez depuis plusieurs années sur tous ces additifs, sur ce qui compose nos aliments, notre alimentation et les conséquences sur notre santé, en particulier ces colorants qui sont nocifs à long terme et pris en grande quantité. On le rappelle, il ne s'agit pas de devenir complètement ermite et de tout couper. Mais est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'alimentation ? Je veux dire, si on a eu une alimentation ultra transformée, est-ce que le fait de changer peut, là c'est d'un point de vue santé que je vous pose la question, est-ce que ça peut aider à récupérer ou à limiter les risques de maladie ? Ah, oui, absolument. On l'a vu déjà, par exemple, pour le tabac. Le fait d'arrêter de fumer, au bout de quelques années, vous récupérez un risque similaire à celui des personnes qui ne fument pas ou qui ne fumaient pas avant. Et donc, pour l'alimentation, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a eu pendant des années une alimentation déséquilibrée qu'il faut se dire foutu, autant continuer comme ça. Et c'est vrai aussi, à plus court terme, pour des personnes, par exemple, quand on dit qu'il faut consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, les gens disent oh là là, c'est pas possible.
j'y suis tellement loin, j'en consomme 0, j'y arriverai jamais. Et en fait, le fait de déjà rajouter une portion et puis plus tard, dans 1 an, 2 ans, de rajouter une deuxième portion, on a déjà des gains pour la santé parce qu'on a des relations dose-réponse. Et donc voilà, il ne faut pas se dire que tout est perdu et au contraire, chaque petit pas qui rapproche des recommandations du Programme national nutrition santé, le mangerbouger.fr, eh bien tout ça va faire du bien à la santé. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la viande rouge ou les choses. Qu'est-ce que je fais avec mon saucisson et les rillettes ? Alors, en fait, il y a d'un point de vue, il y a une polémique parce que notamment les industriels de ce secteur poussent pour minimiser les risques, mais il y a un consensus dans la communauté scientifique sur le fait que consommer en excès les charcuteries sont alors cancérigènes, notamment pour le cancer colorectal, et puis peuvent avoir aussi d'autres conséquences sur les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, dans les recommandations actuelles, c'est pas plus de 150 grammes par semaine de charcuterie, sachant en plus que si on limite ces produits carnés animaux, on va aussi faire du bien à la planète. Donc il y a un impact environnemental aussi qui est intéressant, un double bénéfice. Mais lardons sans nitrite, est-ce qu'ils sont, est-ce que finalement, puisque on imagine que le lardon a été transformé pour enlever les nitrites, est-ce que cette transformation, elle se fait pas au détriment de la santé ? Est-ce du coup on rajoute pas encore plus de transformation ? Alors les nitrites, donc clairement il y a eu un avis de l'ANSES, l'autorité de sécurité sanitaire des aliments en France, montrant qu'ils ont reconnu le caractère cancérigène des nitrites. On a publié 3 articles nous dans Nutrinet Santé montrant les liens entre nitrites et maladies chroniques également. Donc c'est une bonne idée de la part des fabricants et des industriels d'essayer de s'affranchir le plus possible de ce conservateur-là. L'idée c'est ensuite par contre de pouvoir produire donc de la viande transformée en toute sécurité ici, et donc en limitant des alternatives technologiques ou d'ingrédients qui vont par ailleurs apporter d'autres risques. Et puis globalement de limiter de toute façon les consommations de ces produits-là de manière plus générale. Oui, Mathilde Touvier, vous avez déclaré, c'est la première fois au monde que des études mesurent les apports en additifs alimentaires et montrent le lien avec des maladies chroniques, ce que vous nous avez dit au début de cet entretien. Quelle responsabilité des industriels ? Parce que clairement, ils ont une responsabilité. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire, on en a absolument besoin pour produire en grande quantité, avoir une accessibilité de tous ces aliments que nous consommons au quotidien. Et c'est pour ça que je faisais aussi le distinguo. Tous les aliments industriels ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Bien au contraire, ils savent produire des choses magnifiques, très bonnes pour la santé. Et donc, la responsabilité ici, c'est d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire de favoriser la production d'aliments Nutri-Score A ou B, avec donc pas ou peu transformés, donc en éliminant le maximum d'additifs dont on peut se passer, qui ne sont pas là pour la santé des consommateurs, mais qui sont là juste pour rendre le produit plus joli et en vendre plus. Et ça, effectivement, c'est de la responsabilité des industriels de l'agroalimentaire d'aller dans cette direction favorable à la santé publique. Félix, Mathieu avait une question. Sur l'idée de rendre le Nutri-Score obligatoire, lorsque l'Assemblée nationale s'était emparée du sujet il y a quelques mois, avait failli l'adopter lors des discussions sur le budget, il y avait eu cet argument qui fait à l'époque que ça n'avait pas été fait, de dire que ça entrait peut-être en conflit avec les normes européennes, avec la libre circulation des biens. Il y a un vrai doute juridique sur ce point, ou c'est de la mauvaise foi ? Alors à ce stade, c'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est ce que vous évoquiez, à partir du moment où on prouve que pour la santé publique, il faut prendre ce type de mesures, les États membres ne seront pas attaqués par l'Europe si ces mesures sont prises. Je prends un exemple, il y a quelques années, on avait sur le marché un additif, le E171, dioxyde de titane, qui était utilisé comme agent blanchissant, colorant, etc., donc qui ont été très utilisés dans des confiseries, dans des plats préparés, voilà. La recherche a montré qu'il était en fait dangereux pour la santé, notamment cancérigène pour le côlon. Et la France a décidé, avant que l'Europe prenne la décision, de suspendre l'utilisation de cet additif. Non seulement la France n'a pas été attaquée, mais ensuite l'Europe a suivi. Et a suspendu également l'utilisation de cet additif. Donc là, avec le Nutri-Score, l'OCDE
a publié un rapport montrant que grâce à ce logo, on pourrait éviter 2 millions de cas de maladies chroniques en Europe d'ici 2050. Le fait de ne pas le rendre obligatoire est une atteinte à la santé publique et c'est une perte de chance avec des personnes qui meurent, qui ont ces maladies-là et qu'on pourrait éviter. Donc c'est du ressort du devoir des pouvoirs publics d'avancer et de le rendre obligatoire. Qui attribue le Nutri-Score ? Alors, le Nutri-Score lui-même est basé sur un algorithme qui est public, donc n'importe qui, il y a un tableur Excel sur le site de Santé publique France, vous pouvez calculer le Nutri-Score dès que vous avez la teneur en sucre, en acides gras saturés, etc. du produit sur les données de l'étiquetage. Et c'est Santé publique France qui gère le label Nutri-Score. Et donc qui héberge notamment ce calculateur du Nutri-Score pour les industriels. Mais pour bien comprendre, ce ne sont pas les industriels qui décident, c'est-à-dire que pour comprendre comment on arrive à un ABCD sur le paquet, l'industriel envoie sa composition et lui reçoit ce Nutri-Score après qu'il mettra sur son paquet. Voilà, en fait, il le calcule lui-même sur la base du tableur Excel et qui est vraiment un algorithme ouvert et qui a été validé scientifiquement. D'un point de vue scientifique, maintenant, 8 pays utilisent le Nutri-Score, donc il y a un comité scientifique international qui valide l'algorithme et qui a validé, vous avez vu l'année dernière, le Nutri-Score a été réévalué pour être plus performant. Ben voilà, tout ça a été validé scientifiquement, l'algorithme est ouvert et n'importe qui peut calculer son Nutri-Score pour mettre sur le paquet avec cette unique formule. Vous êtes d'accord qu'il y a un paramètre économique aussi, c'est-à-dire que les produits peut-être Nutri-Score A sont plus chers que certains produits transformés Nutri-Score C ou D et que forcément il y a aujourd'hui économiquement c'est plus compliqué d'acheter des produits A. C'est le cas ou pas ? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que finalement, nous, on avait ça aussi en tête un petit peu. Et en fait, il y a une étude de Santé publique France publiée il y a à peu près 1 mois qui montre que c'est pas du tout systématique et que même en moyenne, c'est pas le cas et qu'il y a même des catégories de produits comme les sauces pour les pâtes, ce genre de choses, où c'est même l'inverse et où les produits avec un meilleur Nutri-Score sont les moins chers. Donc ça donne quand même espoir de dire, voilà, déjà avec ce qu'il y a sur le marché, on peut aussi bien manger et avoir des produits de bon Nutri-Score et pas si chers. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. Et là aussi, j'en appelle au pouvoir public pour, avec des politiques de prix, que ce soit les taxes ou au contraire les incentives, les subventions pour des produits Nutri-Score A ou B, pas ultra transformés et bio si possible. Il faut que ces produits-là deviennent les moins chers, les plus accessibles économiquement pour que ça devienne les choix par défaut pour les consommateurs. Pour les consommateurs. L'autre grand reproche qui a été fait au Nutri-Score, c'est sur les produits du terroir, sur le thème le Roquefort, on le mange pas à la petite, on le mange pas à la petite cuillère, ça prend pas en compte la quantité, c'est vrai ça ? Alors juste déjà, petite parenthèse, c'est que le Roquefort est quand même produit en grande majorité par Lactalis, donc grand groupe agro-industriel, et pas par le petit paysan sur le plateau du Larzac. Voilà, et donc en fait, ça a été quand même très instrumentalisé. Exactement. Donc en fait, ces messages-là de dire oh là là, le Nutri-Score veut détruire nos produits du terroir, etc. Ça a vraiment été très instrumentalisé par les industriels qui ont un portefeuille de produits mal classés au Nutri-Score et qui voulaient faire courir ce bruit. On a publié sur le Nutri-Score blog, si vous voyez ça, un article justement montrant que au global, avec tous les produits du terroir et y compris les fruits, les légumes, les légumineuses, etc. En fait, le Nutri-Score classe très bien la majorité des produits du terroir. Donc c'est pas du tout un bon argument. Après, en fait, le fait d'avoir une AOP, une IGP, ce sont des critères de qualité qui montrent un cahier des charges, une appartenance justement culturelle à un terroir qui sont très importants, mais qui en fait n'ont rien à voir avec la dimension nutritionnelle. C'est pas parce qu'on a un bon fromage, une bonne charcuterie du terroir que nutritionnellement, c'est pas plein de graisses saturées et de sel, etc. Donc le Nutri-Score, il donne juste l'information sur la qualité nutritionnelle. Et en fait, il dit juste que ces produits Nutri-Score E, etc., il vaut mieux en manger moins pour la santé, mais de bonne qualité et y compris des produits AOP, IGP. Ça ne s'oppose pas en fait, c'est pas une opposition. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, on n'avait pas cet élément sur le Roquefort, juste sur les colorants, les additifs, vous nous conseillez quand même de regarder les étiquettes, de connaître un peu ces colorants.
Alors oui, en attendant qu'il y ait le Nutri-Score obligatoire et avec la mention ultra transformée, effectivement, on n'a qu'une solution, c'est de regarder un peu la liste d'ingrédients et de limiter. À chaque fois, vous voyez plein d'additifs que vous n'avez pas dans vos cuisines. Si vous avez une alternative à côté, préférez celle-ci. C'est ce que recommande le Programme national nutrition santé. Préférez le pas ou peu transformé et limiter les additifs superflus et les ultra transformés. Donc on arrête des chips sauce pesto et tomates aromatisées ou chips poulet braisé. Oui, j'imagine, je vois d'ici la liste d'ingrédients. Je pense effectivement que ça doit être ultra transformé. Merci infiniment Mathilde Touvier, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et je vous conseille vraiment de regarder ces études qui sont passionnantes et on a intérêt à se préoccuper effectivement de ce qu'il y a dans nos assiettes. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour commenter l'actualité, parler de la chaleur, de l'immigration. À tout de suite. 10h midi.